Mes chers amis, l'émir du Qatar, je vous ai parlé hier de l'émir du Qatar qui arrive chez nous. L'émir du Qatar arrive dans un contexte géopolitique particulier où le Rwanda, qui était hier son partenaire privilégié en Afrique, parce qu'en dehors du Rwanda, le Qatar n'a pas vraiment d'investissement en Afrique, peut-être un peu ça et là, mais au Rwanda, ils ont près de 5 milliards de dollars. Vous avez des avions, de l'avion de la compagnie rwandaise qui appartient au Qatar. Vous avez des hôtels 5 étoiles de Kigali qui appartiennent au Qatar, l'aéroport de Kigali même qui appartient au Qatar, et beaucoup d'autres choses qui ont été investies dans ce pays-là. L'émir du Qatar a mordu à l'hameçon de la République démocratique du Congo, de par le processus que vous voyez, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi le Qatar s'était invité dans cette affaire. C'est le Rwanda qui est allé demander au Qatar d'intervenir. Vous savez, aujourd'hui, c'est lui qui a l'argent. Il est écouté, même dans nos familles. Même s'il n'est pas intelligent. Hein, vous savez, vous tous que non. Moi, mais c'est lui qui a l'argent. Vous qui êtes intelligent là. On n'a même pas besoin de vous entendre. Vous voyez, quand on prend les décisions, on dit, non, on attend que Bernard arrive. Bernard, c'est celui-là qui a l'argent, mais qui n'est pas intelligent, là, d'après vous. Parce que vous êtes intelligent, mais vous n'avez rien, vous avez les mains vides. Vous avez seulement votre parole pour beaucoup parler. Mais quand on doit prendre des décisions, c'est celui qui a l'argent qui va prendre la décision. Parce que quand il y a des décisions qui demandent de dépenser, c'est pas toi qui es intelligent qui va dépenser, c'est lui qui a l'argent qui va dépenser. Donc, son avis compte, même s'il n'est pas intelligent. S'il dit, OK, on va faire comme ça, vous suivez parce que c'est lui. Donc, le Qatar se trouve dans ce contexte-là. Le Qatar a investi au Rwanda. Mais le Qatar a beaucoup d'argent. Vous voyez? Tous les pays, même les États-Unis, tout le monde a besoin de tous ces pays-là. Ils ont du cash, l'argent est là. C'est pas, on n'explique pas. Ils ont du pétrole, ils vendent, ils ont l'argent. C'est des petits pays, ils ne dépensent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens. Peut-être ils peuvent être 3 millions ou 4 millions d'habitants, des choses comme ça. Vous voyez? Ils font beaucoup d'argent avec le pétrole. Le pétrole, c'est dans l'eau. C'est dans l'océan là-bas qu'ils prennent. Parce que c'est dans l'air parti. C'est comme ça qu'ils puisent. Ils ont placé les tuyaux là-bas qui prennent le pétrole et ils vendent. Ils ont l'argent. Alors Kagame me demande l'implication du Qatar parce que Tshisekedi fait beaucoup de bruit. Tout le monde le condamne. Les États-Unis sont avec Tshisekedi. Mais finalement, Kagame se dit non, vraiment faites quelque chose. Vous voyez, on a des business ensemble. Faites quelque chose que tu puisses basculer cette histoire, que nous puissions continuer nos affaires. Tshisekedi va au Qatar. Les gens ont crié, non, voilà, il avait dit, on se verra seulement au ciel, comment il est allé. Bon, tout ça, on est passé, maintenant le processus est là. Félix Tshisekedi va au Qatar, il propose, il dit, voilà, je sais que tu fais des affaires avec le Rwanda, mais avec moi, c'est sur la table, je te donne ça, tu as besoin, tu viens, on signe, et tu commences à gagner l'argent. Tu perds le temps là-bas, tu passes par la fenêtre, c'est compliqué. Si les Américains entrent au Congo, on va fermer partout. Le Rwanda ne pourra rien avoir au Congo, et par conséquent, toi, tu n'auras rien. Tu ferais mieux d'être avec nous. C'est une erreur d'être du côté du Rwanda pendant que tout le monde sait que le Rwanda est en train de piller la RDC, la communauté internationale l'a condamné. Tout le monde le condamne. L'ONU, les États-Unis, tout le monde le condamne. Donc, tu as le choix. Chez moi, il y a tout. Tout ce que tu as besoin, même l'eau. Tu es dans le désert ici. Il n'y a pas de l'eau ici. Nous pouvons organiser que l'eau vienne. Ouais. On peut faire un système où on pompe l'eau au Qatar. Un système d'évaporation. Je ne sais pas comment. La technologie. Les gens de Dubaï, là, ils ont créé leur propre pluie. Quand on m'expliquait ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Dit, oui, ils ont fait parce que là-bas, il n'y a pas la pluie. La pluie ne tombe pas. Toute cette partie du Golfe, là, ils ne connaissent pas la pluie. La pluie, c'est dans les zones tropicales ou dans d'autres zones du monde. Mais la partie là, l'air désert est dangereux. Commençant par Irak, tout ça. Le Koweït, vous descendez, vous allez dans tous ces pays, que j'ai cité les pays du Golfe là. Ils ne connaissent pas la pluie ne tombe jamais là-bas. Donc même l'eau qu'ils prennent là, c'est compliqué. Il y a même un processus de traitement d'eau très complexe. Ils prennent l'eau de l'océan, ils travaillent, c'est trop compliqué. C'est pourquoi l'eau de la RDC, c'est beaucoup d'argent. L'eau qui se jette dans l'océan chaque année, de la RDC là, c'est une manne, c'est
C'est une richesse incommensurable. C'est question qu'on puisse capter cette eau-là à l'embouchure là-bas. Parce que si on capte ça par Ubangi ou par les Kasaï ou par l'Oa et tous les autres affluents de notre fleuve, ça risque de déstabiliser les niveaux des eaux le long de du parcours de notre fleuve. Et ça peut avoir l'impact sur la nature, sur la végétation et tout ça. Vous voyez, ça peut diminuer, ainsi de suite. Parce qu'il y avait ce projet-là de pomper l'eau de la rivière Ubangi vers les lacs Tchad pour retrouver le lac qui est en train de disparaître. Le lac Tchad est resté un quart de sa capacité normale. Donc quand c'est la saison de pluie, le lac retrouve à peu près les 2 quarts. Après, quand la sécheresse vient, c'est en train de disparaître, disons. Mais toute la partie où le lac existait est toujours là. Alors, beaucoup de pays, le Cameroun, le Burkina, le Tchad, le Niger, je crois la Centrafrique, non pas la Centrafrique, il y a je crois à peu près 5 pays qui font partie de ce lac du Tchad-là, qui avaient déjà le projet Okapi. À l'époque, je ne sais pas si ce projet-là a disparu, où ils voulaient récupérer ça. C'est par la force, ils voulaient nous faire la guerre pour prendre Ubangi, les détourner vers le Tchad. C'est-à-dire le fleuve pouvait continuer, parce qu'on a beaucoup d'affluents. Les affluents, c'est là où les rivières viennent se jeter dans le fleuve. Le confluent, c'est là où le fleuve se jette dans l'océan. Ce sont petites notions de géographie. Beaucoup n'ont pas étudié correctement l'école, n'ont pas été à l'école de manière régulière. Ils ont raté ces petites séquences-là, oui. C'est toujours important. Quand on parle ici, on enseigne, on informe, on éduque. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi apprendre. Il y a confluent et affluent. Affluent, ce sont les rivières qui viennent vers le fleuve. Et les confluents, c'est le fleuve qui va vers l'océan. Donc, au Congo central, là, c'est notre confluent. Un seul. Mais nous avons beaucoup d'affluents. Depuis le Katanga ou là-bas, oui, il y a plein d'affluents. Beaucoup. Je pourrais faire peut-être des recherches pour vous donner tous les noms des affluents de notre fleuve. Donc, si on prend Bangui, ça risque de diminuer la quantité des eaux qui se jettent à l'océan. Alors, la meilleure des stratégies, c'est de capter l'eau avant que ça puisse s'évanouir, l'eau du fleuve Congo, avant que ça puisse s'évanouir dans l'océan. On capte ça. On met des tuyaux. Un peu, on fait comme les pipelines. Donc, comme vous voyez, le long des continents, actuellement, ce n'est pas visible, mais tous les continents que nous avons, je crois 5 continents, sont ceinturés par des câbles, des fibres optiques et de beaucoup d'autres tuyaux de réseaux qui sont tout autour des continents, qui font traverser des signaux, qui font passer des informations sur le plan de renseignement, de la sécurité mondiale. On contrôle les continents à partir de leurs continents. Donc, les contours des continents, il y a tout un réseau il y a des sociétés françaises, américaines, qui sont spécialisées dans ce domaine-là pour contrôler tous les réseaux de câbles qui entourent nos continents. Vous vous promenez, vous utilisez le téléphone, vous faites tout ça, vous ne savez pas que l'Internet que nous utilisons ici, les continents sont entourés de câbles. Donc, à travers ces réseaux-là, on peut mettre des pipelines en plastique bien structurés qui peuvent amener l'eau jusque dans les déserts, dans les grands déserts, disons, de l'Asie là-bas, parce que c'est là où ils ont besoin. Ça ne sera pas seulement le Qatar, ce sera tous ces pays-là. Nous avons beaucoup, c'est chaque seconde dans l'océan, je ne sais pas, on jette combien 40 mètres cubes, quelque chose comme ça, je n'ai plus de chiffres exacts, mais nous perdons des milliards de dollars. C'est un grand projet qui doit être financé par plusieurs pays, notamment le Pakistan, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Qatar. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés dans ces projets, mais c'est question que le gouvernement congolais comprenne, c'est une opportunité à saisir. Si c'est 20 milliards de dollars pour faire partir l'eau de l'embouchure du fleuve Congo vers l'Asie, c'est faisable. C'est eux qui vont financer. C'est eux qui savent comment cette eau-là va être pompée, et que ça va avoir des stations de transition. L'eau peut être pompée jusqu'au Cameroun. De là, ça continue, ça pompe vers la Mauritanie. Ça peut entrer dans les déserts, je ne sais pas, on peut faire traverser ça au milieu du désert vers... Ils savent par où faire passer ces tuyaux-là. Donc, c'est très important. Mais
l'émir du Qatar vient en RDC parce qu'on lui a fait une bonne proposition au lieu de passer par le Rwanda qui nous fait la guerre. Demain, il risque de perdre le tout s'il continue à aller là-bas. Alors, une opération est mise en place. Une opération mise en place, mais en veilleuse. Une opération qui attend qu'on voie jusqu'où Kagame va continuer à jouer avec le feu. Il y a les Black Warriors qui sont déjà au Congo et au Burundi, qui sont là. On m'a signalé aujourd'hui que les forces spéciales américaines, des instructeurs de la force spéciale américaine sont déjà aussi au Congo avec, en train de former une unité dans une opération que j'ai dit la Black Moon, donc la lune noire. Déjà la lune, c'est pendant la nuit, mais une lune qui n'éclaire pas, mais une lune qui est noire dans la nuit. Ça veut dire quoi? C'est un code, on va attaquer Kigali la nuit, on ne sait pas. C'est force spéciale de l'armée congolaise qui était déjà formée par les Israéliens, par les Égyptiens. Maintenant, ce sont les Américains qui les ont en main. Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi on a repoussé la date de la Maison Blanche? Le 29, c'est la date butoir pour terminer les 6 points qui restent à Doha. Qu'est-ce qui se cache? Ce qui est sûr, c'est que 52 jours se dégrainent. Vous avez compris? Les 52 jours sont en train de se dégrainer. Celle qui était venue voit Trump chaque jour, passe dans les bureaux de Trump chaque jour. Je vous ai toujours dit, quand le crocodile vous dit le poisson est malade, croyez-le, parce qu'eux deux là, ils habitent dans l'eau. Quand cette dame vient, ne dit rien au Rwanda, elle arrive au Congo, elle dit, dans 52 jours, un miracle va se produire dans ce pays. Il n'y aura plus de bruit de bottes à l'est. Vous pensez que c'est anodin, c'est juste une déclaration. Une vieille dame de cet âge-là, vous croyez qu'elle a le temps de quitter les États-Unis, 18 heures de vol arriver au Congo, pour venir faire une déclaration comme ça, sensationnelle, pour se plaire, ou pour se vanter, ou je ne sais pas, pour nous impressionner. Non. Elle a fait passer un message, parce que ce qu'elle a dit là, le Rwanda a entendu ça. Elle n'a pas voulu prendre ce risque d'en parler là-bas, parce que ce n'était pas nécessaire là-bas. C'est au Congo où il y a les bruits de bottes. C'est au Congo où on devait délivrer ce message. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'analyser à haute voix, à voir que l'émir du Qatar vient, après il pourra passer au Rwanda. Pourquoi il vient au Congo? Il ne vient pas faire la médiation. Il vient parce que son frère était déjà venu. Son cousin était déjà là. Il a dit 21 milliards de dollars, on va investir ici. On a déjà décidé. Maintenant, c'est lui qui règne, l'émir, donc les rois. L'émir, c'est comme les rois. C'est lui qui règne, qui a tout le pays entre ses mains. Lui arrive, on ne sait pas combien il amène. Quand bien même vous voyez, on demande aux gens de l'Union sacrée de mobiliser leurs militants, d'aller l'accueillir, d'acclamer pour lui. Ça m'a fait un peu rire, mais je me suis dit non, non, c'est lui qui a l'argent. Oui, il a la décision. Il faut lui montrer que vous l'aimez, que vous êtes avec lui. Il va dans cette joie-là. Il peut dire, bon, je mets 200 milliards de dollars au Congo. Vous pensez que le Rwanda peut encore faire même 48 heures au Congo? Si ce monsieur-là dit, j'amène 200 milliards. Mais ce gars-là, il peut donner seulement à un groupe de 5 bandits. Il leur donne 3 milliards, il dit, tuez-moi Kagame là. Les gens du genre Jean Rambo là, qui viennent avec des histoires sophistiquées, ils arrivent comme ça, ils bloquent tous vos armes, ça ne peut pas tirer, ils bloquent votre système, tout ça, ils entrent, ils opèrent dans 5 minutes, ils prennent Kagame, ils partent avec lui, vous apprenez que le président rwandais est porté disparu. On finit avec lui. C'est déjà impossible. Vous comprenez donc? Celui qu'on a reçu aux États-Unis, Bin Salman, il y a eu un dossier là d'un journaliste là, de leur pays qui a été, tu vois, je crois, à Istanbul ou quelque chose dans l'ambassade. Un truc comme ça. Vous voyez, parce qu'il a l'argent, il a été reçu à Washington. Ces gens-là, ils ont l'argent. Et l'argent qu'ils ont, ils ne font pas les matu vu, non. Ils investissent. Ils sont forts dans le business. Ils fructifient l'argent. Ils n'ont pas de champs de maïs, ils n'ont pas de plantations, parce que chez eux, il ne pleut pas. Il y a tout ce qu'ils mangent dans tous ces pays-là, ça vient d'ailleurs. Ça vient de Bangladesh, ça vient de l'Inde, ça vient du Vietnam, ça vient de beaucoup de pays qui sont de la Chine. Tout ce qu'on produit, oui, vous voyez les tomates, vous voyez, j'étais au Qatar, j'ai vu tout ce qu'ils consomment dans tous ces pays-là. Ça vient par avion, par bateau.
il y a des bateaux qui amènent des choses. Donc, c'est vous dire que eux, leur survie, c'est l'argent qu'ils investissent à gauche, à droite. Ça leur produit, ça permet à ceux qui puissent importer des choses dans leur pays. L'État fait des subventions pour que les tomates ne coûtent pas trop cher. L'État paye beaucoup d'argent pour que les tomates viennent. Vous comprenez? Pour que les pommes de terre viennent. Toutes ces histoires-là, ça coûte cher si ça doit venir normalement. Mais l'État a subventionné beaucoup de choses. Ils peuvent avoir des plantations au Congo, commencer à produire au Congo, et la production, là, on met dans des bateaux, on amène au Qatar. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, Paul Kagame, par tous les moyens, Nanga peut faire des déclarations, peut faire des recrutements de magistrats, il peut faire ce qu'il veut. C'est juste encore un peu de temps. Tout sera réglé. Ils ne seront pas là de la même manière que Tshisekedi les amène progressivement sur le plan diplomatique. Ils sont complètement grillés. Ils sont grillés. Sur le plan militaire, vous voyez comment dans les Massissi, on les malmène. Les Ouazalendo, APCLS et tous les autres, du général Karairi et les autres, ils sont en train, tous les jours, c'est les Ouazalendo qui montent maintenant en affront. Donc, ils vont affronter. Ils n'attendent pas que les M23 attaquent. Ils vont même, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème d'effectif. Il faut les diminuer. S'ils étaient 200, il faut chaque jour les provoquer le matin. Quand ils sortent, vous tuez même 5. Vous fouillez. Les soirs, vous venez, nous venez ou pas. Maintenant, même autour de Saké, à 2 km de Saké, ils sont là. Les Ouazalendo. Oui, oui. J'ai eu l'information. Donc, ils sont partout. Attendez. Qu'est-ce qu'on dit pour la journée d'aujourd'hui? Parce qu'il faut toujours update. Hein? Donc, voilà. Les villages de Massissi ont été récupérés. Ce sont les APCLS du général Janvier Kalaïri. Oui, oui. Donc, à 18h, il y a eu une embuscade de Ouazalendo sur l'axe Karenga autour de Saké. Nous avons traité l'ennemi comme il se doit. Maintenant, nous sommes à 2 km de Saké à Kike. Donc, à quelques kilomètres de Saké, donc autour de 2 km. Il y a aussi, dans le sud Kivu, Moudaka. Du côté de Moudaka aussi, il y avait des affrontements. Hein. Chers représentants et membres des groupes, il y a aussi Miti. Donc, dans l'axe sud Kivu, Miti a été récupéré par les Ouazalendo sur la route Bukavu-Kavumu. Donc, la route Bukavu-Kavumu est complètement coupée. Dans les Massissi, il y a des combats au centre de Nyabashwa, Kasheke, Bituna, Umura. Donc, le combat violent. Les M23 sont coincés. Les Ouazalendo CMC et les Ouazalendo APCLS ont encore attaqué. Donc, voilà. Donc, sur le terrain, ils sont attaqués tous les jours. Donc, les Ouazalendo les attaquent maintenant en désordre. On peut dire non, les Ouazalendo gaspillent les munitions et tout ça, ils sont désordonnés. Non, c'est eux. Ils font ça pour sortir l'ennemi de sa cachette. Quand ils découvrent là où l'ennemi se cache, ils commencent à tirer. L'ennemi est obligé de riposter ou de se retirer. Quand il se retire, les Ouazalendo avancent. Donc, Saké est déjà, si Saké tombe, demain par exemple, c'est Goma, non? Parce que Saké, c'est la route jusqu'à Minova, tout ça. Minova, vous entrez vers le sud Kivu. Donc, c'est un grand travail qui est fait. Paul Kagame doit compter les 52 jours depuis les 8. Nous sommes les 18. Ça fait déjà 10 jours. Il reste 42 jours. Chers amis, les instructeurs américains ont amené des appareils sophistiqués, des équipements sophistiqués. Ils entraînent nos forces spéciales à utiliser ces matériels. Pour quelle opération? Tchembouboué Tchembouboué Non, Abi, nous on va. Avec Dieu, nous vaincrons.